Grâce à Rupert Lowe, les gangs pakistano-britanniques musulmans impliqués dans des viols sont de nouveau sous les projecteurs. Quelque chose qui aurait dû être fait par les gouvernements britanniques a été fait par Rupert Lowe en tant que député de manière indépendante. Mais ne vous y trompez pas. Ne pensez pas qu'il s'agit d'un rapport d'amateur. Il a fait appel à des équipes juridiques. J'ai déjà beaucoup parlé de cette enquête sur ma chaîne, car notre propre Nouria Khan y a également participé. On lui a demandé de participer pour son expertise sur l'islam et sa compréhension de la culture islamique, ainsi que les raisons du comportement de certains musulmans. C'est Rupert Lowe qui lui a demandé de venir donner son avis d'experte. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas vous passer directement son extrait vidéo? Et il se pourrait même qu'on l'invite sur ma chaîne pour l'interviewer plus en profondeur, mais Rupert Lowe a déjà fait beaucoup. Je veux dire, c'est vraiment remarquable. Et les médias deviennent complètement fous à son sujet. Il publie article sur article, lançant des attaques cinglantes et injustes contre Rupert Lowe. Regardez ceci, par exemple, ce titre de l'Independent. Rupert Lowe devient rapidement l'homme le plus dangereux dont vous n'avez jamais entendu parler. La BBC. Et le plus drôle, c'est qu'aucun de ces médias traditionnels n'a réellement couvert le rapport, qui fait 200, je ne sais pas, 220 pages, je l'ai téléchargé. Regardez ça, 35,2 millions de vues que ce rapport a généré. Et d'après Rupert lui-même, plus d'1 million de personnes ont téléchargé ce rapport. Donc vous savez, c'est vraiment remarquable. Écoutons Nouria Khan. Elle vient d'être interviewée sur JB News. Voyons ce qu'elle a à dire. Nous avons également l'intention de nommer ces personnes au Parlement tant que cela ne portera pas préjudice à une affaire judiciaire. Pour que tout le monde sache qui sont les personnes responsables, celles qui auraient dû s'en occuper, mais qui ont échoué à le faire. Ces 16 mois ont été longs, difficiles et éprouvants. Et je veux remercier tout le monde. Et j'espère que chaque membre du public britannique prendra le temps de lire ceci. Ce n'est pas simple, cela prendra du temps, mais il faut le comprendre et il faut s'en occuper, et s'en occuper maintenant. Nous allons parler, ou du moins essayer, à Marlon West, le père de la victime d'abus du gang RIP lié à ce rapport. Nous ne pouvons pas le joindre pour l'instant à cause de difficultés techniques, mais nous lui parlerons dès que possible. Nouria Khan est avec moi maintenant et je suis ravi de la retrouver dans l'émission. Nouria, c'est très intéressant. Tout d'abord, bonsoir et merci de me rejoindre à nouveau. Vous devenez une invitée très appréciée et privilégiée parce que vous parlez avec un bon sens absolu. L'enquête sur les réseaux de viol a montré que la police a découragé les victimes, détruit des preuves et parfois participé activement à ces réseaux. Les services sociaux ont placé des enfants dans des foyers devenus des centres de trafic. Le NHS n'a pas réagi à des signes d'abus sexuels et a renvoyé des enfants chez leurs agresseurs. Les écoles ont ignoré des préoccupations évidentes en matière de protection et, comme mentionné, ont puni et exclu les victimes. Dans le résumé exécutif, il est écrit que l'immense majorité du réseau de gangs de violeurs était composée exclusivement d'hommes issus de milieux musulmans, principalement d'origine pakistanaise, bien que de plus petits groupes d'origine somalienne, iranienne, syrienne, turque et d'autres origines musulmanes aient également été impliqués. Et il y a en fait pas mal de détails. Je lisais à propos de la doctrine de la supériorité musulmane tirée de versets coraniques qui place les musulmans au sommet avec le devoir de corriger les non-croyants. La justification des crimes des membres du gang peut être trouvée dans les principes islamiques de loyauté et de désaveu. Elle impose l'hostilité envers les non-musulmans, la supériorité masculine, le mariage forcé, sans âge légal de consentement, et considère la sexualité féminine comme dangereuse. Un esclavage sexuel autorisant les rapports avec des captives non-musulmanes et une hiérarchie religieuse qui assujettit les non-musulmans conquis. Et pas seulement cela, un point très rapide. Regardez ceci, il ne s'agit pas seulement de ces hommes. Et c'est la plus grande preuve que c'est culturel. Regardez ceci. Cet article a été publié en 2017. Regardez ça. Les filles blanches sont sales. Ce n'est pas le violeur qui dit ça. Ce sont leurs femmes qui le disent. Les femmes des Asiatiques, Britanniques, Pakistanais, musulmans, comme vous l'avez entendu, évidemment 90% d'entre eux étaient d'origine pakistanaise. En allant plus loin, elles venaient de la région de Mirpur au Pakistan. Les épouses des hommes britanniques pakistanais emprisonnés pour avoir violé des jeunes filles britanniques vulnérables révèlent pourquoi elles blâment les victimes. Ce sentiment de supériorité musulmane.
même leurs épouses blâmant les filles. Parce que cela vient directement du Coran, parce que ce fameux tristement célèbre verset du Jilbab dit aux femmes musulmanes de se couvrir pour qu'elles soient reconnues comme musulmanes et qu'elles ne soient pas, entre guillemets, molestées. L'écrivain musulman Might a convaincu les familles des violeurs emprisonnés de raconter leurs histoires, mais les épouses, derrière leur voile, accusaient aussi les filles et leurs parents. Chaque Britannique. C'est pourquoi nous avons dit que l'islam n'a pas sa place en Occident. Ils ont des systèmes de croyances idéologiques différents. Nous ne voyons aucun problème à ce que nos filles marchent dans la rue, d'accord, qu'elles jouent dans la rue, qu'elles aillent à l'école toutes seules. Nous ne pensons pas que ce soit propre à la culture occidentale. Et nous attendons des hommes qu'ils se comportent correctement et qu'ils ne regardent pas une enfant, une fille ou une femme vulnérable pour leur sauter dessus comme des animaux. Ces gens pensent autrement. Ces gens pensent que si une fille porte des vêtements révélateurs, alors elle le cherche. C'est ce que dit le Coran. Elle pourrait être agressée sexuellement. Omar, le deuxième calife, l'un des meilleurs amis de Mahomet, a en fait violé une esclave non musulmane et il l'a séduite pendant le mois sacré du Ramadan alors qu'il jeûnait. Donc il est allé voir ses amis, d'autres dirigeants musulmans, et il a dit qu'il ne s'inquiétait pas d'avoir violé cette fille. Il se demandait seulement « Est-ce que mon jeûne est trompu ?» Parce que pendant le jeûne, les hommes musulmans n'ont pas le droit d'avoir des rapports sexuels, même avec leurs épouses ou leurs esclaves sexuels. Voilà la culture à laquelle nous avons affaire, les gars. Une femme a qualifié les victimes de sales et a dit qu'elles s'habillaient sans respect. Voilà la culture à laquelle nous avons affaire, les gars. Écoutons Rouya Khan. Es-tu d'accord avec ça? Merci de m'avoir invité, Peter. J'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. Mais je suis tellement reconnaissante que ce rapport ait enfin été rendu public, peu importe à quel point certains détails sont horribles et bouleversants. J'ai été honorée de participer à cela en apportant des témoignages sur la doctrine islamique et, vous savez, sur la façon dont les familles britanniques pakistanaises manifestent leur interprétation de l'islam dans ce contexte. Donc, malheureusement, je vais devoir être d'accord avec ce que vous venez de dire et dire que oui, cela fait absolument partie intégrante de ce qui s'est passé pour que cette tragédie ait lieu. C'est ce qui rend cette enquête si cruciale et pourquoi je remercie infiniment Rupert Lowe, peu importe votre opinion sur lui. Il a dépassé tous les autres rapports, comme le rapport Jay ou le rapport Casey. Ce rapport établit enfin le lien inextricable entre les abus religieux et spirituels, c'est-à-dire l'islam dans ce cas avec les abus réels qui ont été perpétrés. Je l'ai répété maintes et maintes fois, tout comme de nombreux lanceurs d'alerte. Nous avons recueilli les témoignages de survivantes victimes datant d'il y a des années où elles répétaient sans cesse que certains propos leur étaient adressés. Certains versets du Coran leur étaient cités pendant qu'elles étaient battues. Elles ont reçu des propos à caractère raciste, vous savez, de la part de leurs agresseurs, quand ils les appelaient, et je déteste dire ces choses à l'antenne, mais ils les traitaient, vous savez, de racailles blanches et de traînées, et ils s'assuraient que dans le contexte pakistanais, on utilise le mot Gora, qui signifie littéralement blanc dans leur langue. Et puis, ils invoquaient aussi la charia chaque fois qu'ils en avaient besoin, parfois pour marier de force ces jeunes filles. Puis ils les traitaient comme leurs épouses, pouvaient les battre selon le Coran et les faisaient marcher à environ 1,50 m derrière eux lors de rendez-vous médicaux pour tenter d'obtenir une interruption de grossesse ou autre quand les abus devenaient insupportables. Vous imaginez donc l'importance du rôle de l'islam dans tout cela. Nous devons croire les victimes survivantes lorsqu'elles affirment depuis des années que les réseaux de prédateurs opéraient comme des réseaux terroristes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'ils recrutent et que l'idéologie et les justifications sont exactement les mêmes que lorsqu'on parle de terrorisme islamique. C'en est le prolongement. Je suis reconnaissante que le rapport évoque le djihad et que vous compreniez l'idée de guerre contre les non-musulmans, impliquant aussi la prise d'esclaves sexuels. C'est comme la guerre sexuelle où l'on cherche à humilier la population locale et l'État britannique dans un contexte plus large. Comment et pourquoi avons-nous été si réticents à tirer ces conclusions auparavant? Est-ce simplement par peur d'être traités de racistes? Parce que cela s'est manifesté de nombreuses façons différentes. Il ne s'agit pas seulement de gens qui ne dénoncent pas et ne disent pas ces choses. Cela s'est aussi manifesté par « je ne veux pas être traité de raciste ». Donc, je ne signalerai pas d'inquiétude liée à la protection de l'enfance.
je ne vais pas signaler cela aux services sociaux, ou bien cela sera ignoré ou relégué au second plan par les services sociaux, par le secteur de la santé, par l'éducation. Je veux dire, il s'agit d'un échec systémique et multifacette dont nous parlons. Je veux dire, de ce qui est supposé être un quart de million de femmes et de filles dans ce pays, dans 149 districts des collectivités locales, soit 40% de tous les districts du Royaume-Uni. Un point clé à noter ici, c'est que la plupart de ces abus ont en fait eu lieu dans des zones dominées par le Parti travailliste. Donc oui, nous avons entendu certains témoignages de policiers qui ont dit qu'ils n'ont pas enquêté parce qu'ils ne voulaient pas paraître racistes. Je pense que ce n'est pas toute la vérité. Je ne crois pas que ce soit une description exacte, parce que nous allons découvrir, et certaines personnes le disent déjà. Le rapport indique la présence de nombreuses personnes, dont des membres du Parti travailliste et de la police impliqués, qui ont étouffé l'affaire, non seulement l'ont étouffée, mais y ont réellement participé. Donc la question est, pourquoi les conservateurs n'en ont-ils pas parlé ? Parce qu'il n'y a pas que le Parti travailliste qui n'a pas agi. D'accord, c'est logique. Ils ne veulent pas bouleverser leur électorat. Ils ne veulent pas. Ils pourraient aussi être complices. Il est logique que les travaillistes veuillent étouffer l'affaire. Mais qu'en est-il des conservateurs ? N'est-ce pas ainsi que fonctionnent nos démocraties ? Je crois que c'est à ce moment que l'Occident a commencé à décliner. Avec du recul, cela s'est aussi produit en Australie. Je ne sais pas pour l'Amérique entre démocrates et républicains, mais c'est pareil en Australie, même avant que j'y vienne. Je vais faire un autre parallèle et finir avec le Royaume-Uni. J'écoutais un commentateur politique quelque part à la télévision qui disait cela. Après le gouvernement Blair, les conservateurs ont en quelque sorte accepté les changements apportés par le gouvernement Blair comme la nouvelle norme, et qu'ils avaient abandonné les principes thatchériens et pensaient tandis que d'accord, c'est comme ça. Le monde va devenir multiculturel, c'est la nouvelle norme. Allons de l'avant. Maintenant, si vous regardez en Australie, notre coalition, la coalition qui est une alliance entre les libéraux et les nationaux, était censée être plus nationaliste. Ils étaient censés être à droite de l'échiquier politique. Mais après le gouvernement Howard, ils ont aussi basculé vers la gauche. Et nos deux partis politiques sont essentiellement devenus des partis de gauche. Par conséquent, ils ont cessé de parler des méfaits du multiculturalisme. C'est pourquoi je pense que l'équilibre qui était censé exister, ce parfait équilibre sain entre la politique de droite et de gauche, qui devait maintenir notre société en ordre, a été complètement bouleversé. Et nous avons collectivement dérivé vers la gauche. Cela a créé une culture d'apathie, d'indifférence et de complaisance face aux méfaits du multiculturalisme. Voilà mon point de vue à ce sujet. Regardez ceci. Regardez le genre de publicité qu'ils diffusaient. Regardez ça. Regardez ça. Bonjour. Ils utilisaient des filles. Ils utilisaient des écolières pour inciter les réfugiés à venir au Royaume-Uni. C'est vraiment tordu. Chama, bonjour. Et bienvenue au pays de Galles. Nous comprenons qu'être réfugié n'est pas facile. Il traverse tellement d'épreuves. Fuir son pays est difficile, mais le pays de Galles veut vous accueillir chaleureusement. Le Conseil gallois pour les réfugiés vous aide. Le pays de Galles est vu comme une terre d'accueil. Qui accueille tous, sans exception. Nous reconnaissons vos compétences et vos talents. Le Conseil gallois pour les réfugiés offre beaucoup de soutien. Ceci est une publicité présentée par le Conseil gallois. Quoi qu'il en soit, revenons à Nuria Khan. Oui, je veux dire, il y a beaucoup de facteurs différents en jeu ici, Peter, mais il y avait clairement, de manière générale, cette peur omniprésente d'être qualifié de raciste lorsqu'on traitait avec des auteurs issus d'une certaine minorité ethnique. En travaillant dans ce secteur, j'aime penser que nous avons beaucoup progressé depuis dans la reconnaissance de l'exploitation sexuelle des enfants en groupe et la détection des signes avant-coureurs. Même lorsque, vous savez, à la base, on se dit « d'accord, cela pourrait être une jeune fille vulnérable » et elle, vous savez, consomme des substances ou elle disparaît pendant de longues périodes. Mais ce n'est pas une raison pour écarter ou rejeter l'affaire en prétextant seulement des problèmes de comportement. Il faut aller plus loin, enquêter sur l'affaire et soulever des préoccupations de protection. Et je pense qu'il y a eu des défaillances à tous les niveaux, que ce soit le fait qu'ils ne se présentent pas dans les établissements scolaires ou que les travailleurs sociaux soient, je dirais, au mieux négligents, voire parfois eux-mêmes impliqués, et aussi en épousant certains d'entre eux. Si vous écoutez ou lisez certains des témoignages dans le cadre de cette enquête, il y a des travailleurs sociaux qui épousent les frères et sœurs des victimes de réseaux de prédation. Ils sont donc très impliqués dans ce cercle. Et je veux dire,
J'ai fait un reportage, je crois que c'était il y a environ 1 an, sur quelqu'un qui travaillait avec des centres d'accueil pour jeunes vulnérables, qui sont peut-être à la fin de l'adolescence, qui ont peut-être des besoins très complexes, ou alors ils essaient de les intégrer. En quoi est-ce différent des gardiens de prison qui maltraitent des détenus, surtout s'il s'agit de gardiens masculins qui maltraitent des détenus? En quoi est-ce différent de ça? Pour apprendre à être autonome, cuisiner, faire le ménage et avoir leur propre chambre, plutôt qu'être en famille d'accueil. Et évidemment, il est très difficile de recruter pour ce genre de poste. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des personnes proches de ces gangs de violeurs, comme des sœurs, des frères ou d'autres, qui postulaient à ces emplois et essayaient de recruter des gens au sein de ces structures. J'ai réalisé une interview bouleversante avec quelqu'un à ce sujet il y a 1 an. Et je me demande simplement ce que tu dirais, Nouria, à ceux qui disent que l'islam est une religion de paix. Ceci est une version dénaturée de l'islam, différente de la pratique ou de la pensée de la majorité des musulmans. Que répondrais-tu à cela? La plupart des musulmans vivent sous la version dénaturée de l'islam. Ces personnes sont plus proches de l'islam de Mohammed que la soi-disant communauté musulmane traditionnelle. Écoute, la plupart des musulmans ne font pas cela, mais le fait que cette atrocité soit arrivée à des filles anglaises à une telle échelle dans ce pays et que cela ait été dissimulé pour flatter l'électorat musulman, j'avais l'habitude de croire en cette religion. Les mêmes versets que vous voyez cités par, vous savez, tous ceux qui ont contribué à cette enquête, y compris un certain ex, des musulmans comme Ayaan Hirsi Ali et d'autres experts de l'islam qui ont étudié cette religion, ainsi que des lanceurs d'alerte qui ont été à l'intérieur du système. Je peux vous dire que ces versets, ce dégoûtant rejet de l'autre et la façon dont l'islam considère les femmes non musulmanes font en grande partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté cette religion au départ. En tant que femme, je ne supportais pas ce que le Coran dit sur le traitement des femmes non musulmanes et l'idée que si les femmes musulmanes se couvrent, c'est pour éviter le harcèlement ou les agressions, alors que les autres peuvent y être exposées sans problème. Et si vous regardez encore les réseaux de prédation sexuelle, ils visaient des filles anglaises, des filles sikhs et des filles hindoues. Quel est le dénominateur commun? Elles sont toutes non musulmanes. Regardez toutes les différentes origines ethniques des personnes impliquées. Quel est le dénominateur commun? Ils sont musulmans. Donc je dirais absolument, Peter, que nous ne pouvons plus fermer les yeux. Les abus religieux ont eu un impact majeur, sanctionnés par les propres écritures de l'islam. Que pensez-vous qu'il doit se passer maintenant, surtout qu'il y a une enquête officielle? Elle a à peine commencé, c'est incroyablement lent. Et tant de membres du parti au pouvoir et du parti travailliste n'en voulaient pas. Le chef adjoint du parti travailliste a qualifié cela de politique de sifflet pour chien. C'est maintenant établi. Cela va se faire, mais cela prendra beaucoup de temps. Et ce qui est aujourd'hui présenté comme une enquête non statutaire a été mis en place grâce à 600 000 livres sterling récoltés via un GoFundMe, une collecte de fonds pour cela. Il y a un peu plus d'argent et ils vont essayer d'engager des poursuites privées. Mais que pensez-vous qu'il devrait se passer maintenant, Nouria Khan? C'est honteux pour les partis politiques, surtout le Parti travailliste, que cela ait pris si longtemps. Dieu merci, il y a eu une enquête indépendante car nous pouvons maintenant mettre en lumière une grande partie. Et la raison, qu'est-ce qui motivait la mentalité et les intentions de ces auteurs, Pierre? Je suis désolée, mais je doute qu'ils entrent autant dans les détails lors de l'enquête nationale. Parce que, en tant qu'État et institution, nous ne touchons pas à l'islam et lui accordons le même traitement. Je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas imaginer une enquête officielle qui irait dans autant de détails, qui citerait des passages du Coran et qui serait aussi directe et franche à ce sujet lors d'une enquête nationale. Je n'étais vraiment pas surpris. Je ne suis pas étonné que Rupert Lowe et d'autres aient écrit cela. Mais le paragraphe qui m'a vraiment marqué, Nouria, c'est que l'échec politique est au cœur du scandale. Les gouvernements ont manqué de volonté face aux schémas ethniques et religieux. La responsabilité du Parti travailliste est en particulière. Il a d'abord refusé une enquête publique, ne cédant sous pression qu'en ordonnant un processus accueilli avec scepticisme. Exactement. Ils ont sacrifié leurs propres jeunes filles vulnérables sur l'autel du clientèle électoral. Je suis désolée, mais je ne vois aucun changement à ce sujet. Ils vont marcher sur des œufs autour des questions liées à l'islam. Ils pourraient, vous savez, concéder quelques points et dire qu'ils vont commencer à enregistrer l'origine ethnique des auteurs, mais je suis désolée, cela ne va pas assez loin, et c'est un peu trop peu, trop tard. Il faut avoir des spécialistes formés au traumatisme dans tous ces conseils. Il faut des personnes qui comprennent réellement comment ces principes islamiques se manifestent concrètement.
Comment une mentalité musulmane extrémiste utilise-t-elle le Coran pour exploiter une fille blanche de la classe ouvrière? Il faut comprendre cela. On ne peut pas simplement dire qu'on va examiner davantage ce groupe démographique. Non. Il faut des personnes qui vont confronter les Écritures et le fait que l'islam se permet ce niveau d'abus et de violence sexuelle si on veut vraiment prendre au sérieux la violence contre les femmes et les filles. Et encore une fois, honte à tout ministre chargé de la protection ou à tout ministre qui se considère comme un allié des femmes et des filles et de leur sécurité dans ce pays. Quand ils ne peuvent même pas, ils sont là à baiser les bagues des anciens, à aller devant ces mêmes conseils qui ont couvert ces atrocités. Nouria, n'oublions jamais le comportement criminel, je dirais même presque à la limite du criminel, de plusieurs services de police britanniques. Écoutez ceci. C'est horrible. La fille de cet homme a été kidnappée et été abusée par un gang de violeurs pakistanais. Il a essayé de la sauver, mais ensuite la police est arrivée et l'a arrêtée. Écoutez-le. Imaginez ça. J'arrive pas à comprendre ce genre d'injustice. Où iriez-vous? Votre État est censé vous protéger et être de votre côté quand vous savez qu'une chose pareille se passe. Mais au lieu de ça, ils ont pris le parti des agresseurs. J'ai reçu un appel pour me dire où se trouvait Elisabeth. Alors je suis venu parce que je vivais à côté de l'escalier. Je suis venu et j'ai frappé à la porte. J'ai vu un mouvement dans le rideau. Puis, en 5 minutes à peine, une voiture de police est arrivée. Ils m'ont demandé ce que je faisais là. Ensuite, ils m'ont arrêté et m'ont ramené là où je vivais, puis ils m'ont arrêté. Donc, évidemment, je reste encore à l'écart et je deviens de plus en plus frustré. Je comprends maintenant pourquoi les Américains disent qu'il faut avoir une arme. Je pense que dans cette situation, si tu es un père, mon Dieu, je ne peux même pas imaginer. Je ne peux pas, les gars, je ne peux pas imaginer. Mon Dieu, c'est le genre de choses où, ouais, je ne pense pas que tu te soucies de la loi, surtout quand la loi ne te protège même pas. Que ferais-tu si tu savais que dans cette maison, ton enfant est maltraité par des hommes? J'aurais des ennuis si je disais ce que je pense, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que chaque père ferait ça. Alors je reviens à l'appartement 1 heure plus tard ou quelque chose comme ça. environ 20 minutes, d'accord. Donc, il semblait qu'en quelques minutes, une camionnette est arrivée cette fois et je pense qu'il y avait 2 ou 3 agents. Ils m'ont arrêté et emmené au poste de police. Ils m'ont emmené au poste de police. Ils ne m'ont pas emmené où l'on inculpe habituellement, mais directement dans une pièce près des cellules. Donc, j'étais là-dedans. Environ une demi-heure plus tard, ils sont venus me chercher. « Allez, tu t'en vas. » J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Ils m'ont dit « Suis-moi ». Je les ai suivis. Ils m'ont fait passer devant des officiers et sortir par la petite entrée du commissariat, celle du public. Ils m'ont averti qu'en revenant à l'appartement, je serais arrêté pour harcèlement. Parce que les lois sur le harcèlement venaient juste d'entrer en vigueur à ce moment-là. Vous savez, des lois sérieuses. Alors ils m'ont laissé partir. Bon, que répondent-ils si vous dites, par exemple, ma fille est là-dedans, je veux qu'elle sorte? Disent-ils qu'elle n'est pas là, qu'elle veut rester ou autre chose? C'était la façon dont c'était ce qu'ils me disaient, c'était les menaces qu'ils me faisaient. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ignoraient mes questions. Pourquoi ne la sortaient-ils pas? Pourquoi ne me laissaient-ils pas la faire sortir alors, s'ils ne voulaient pas le faire eux-mêmes? Et je revenais sans cesse. Ils me disaient « Regardez, vous ciblez des gens à cause de leur race. » Et moi, je répondais « Pas du tout. C'est à cause de quoi ?» Cibler des gens à cause de leur race, mon Dieu les gars. Nous devons connaître les noms de ces policiers. Ils doivent aller en prison pour très, très longtemps. Je suppose que sa fille était mineure. Comment cela peut-il être justifié d'une quelconque manière que ce soit? Ce qu'ils font, ce sont des hommes adultes. Si vous avez le moindre doute dans votre esprit que cela n'a rien à voir avec l'islam et que ce ne sont que quelques brebis galeuses qui suivent une version dénaturée de l'islam, écoutez cette femme musulmane qui ne sait même rien sur les gangs de prédateurs sexuels ou tous ces groupes. Et d'ailleurs, de ce phénomène de gang de prédateurs ou de gang de violeurs n'est pas propre à la Grande-Bretagne. En France, ce sont les Algériens. En Allemagne, ce sont les Syriens et les Turcs. En Suède, ce sont encore les Syriens. Donc partout où vous regardez, et en Espagne, ce sont les Marocains. Pourquoi? On n'entend jamais parler de gangs de violeurs hindous. Oui, chaque communauté a sa part de délinquance sexuelle, mais c'est un phénomène très particulier qui a été observé en Occident et qui est principalement perpétré par des musulmans. Et pourquoi eux?
Cette femme musulmane va vous l'expliquer maintenant. Mais lorsque l'islam a été organisé, avec quoi l'ont-ils organisé? Qu'il n'y aurait que par la guerre légitime entre les musulmans et leurs ennemis. C'est-à-dire, si nous combattions Israël, et Israël, la guerre est criminelle, la guerre légitime entre les musulmans et leurs ennemis. Aussi, ça veut dire que si nous combattions Israël, et Israël, bien sûr, concerne la terre, mais elle est aussi agressive envers les gens et la croyance. Bien sûr, aujourd'hui, il est impossible que cela arrive. Et si nous parlons de cela, c'est l'impossible. Ça veut dire qu'il est impossible qu'un jour nous combattions en Israël, même si la sourate Al-Isra annonce cela. C'est pourquoi quand Israël vous dit que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas seulement une action contre les Juifs, c'est contre vous tous. C'est contre chaque non-musulman. Les hindous ont aussi observé ce phénomène en Inde. Ils l'appellent le djihad de l'amour. Ce sont les mêmes personnes partout. Parce qu'ils deviendront les chefs de l'armée. Un musulman, Muhammad, partageait des femmes juives avec ses compagnons d'armes. En fait, l'un d'entre vous a peut-être entendu parler de cette femme. Elle s'appelait Safiya. Elle avait été choisie par un autre soldat musulman et Muhammad en a entendu parler par l'un de ses commandants ou quelque chose comme ça, et ils ont dit « Mon cher prophète, celle-là pourrait te plaire. Elle s'appelle Safiya. Elle est vraiment belle. Tu sais, elle pourrait te plaire. » Et Muhammad l'a fait venir. Et quand elle est arrivée, il a donné 2 de ses propres autres esclaves sexuels au commandant d'origine et il a dit « Rends-la-moi ». C'est cet homme que ces gens vénèrent littéralement. Il est présenté comme le plus grand homme qui ait jamais vécu. Peut-être l'homme le plus obsédé sexuellement qui ait jamais existé. Les musulmans devraient profiter de la vie comme ils en profitent eux-mêmes. Après cela, les hypocrites, les extrémistes et les abuseurs vous disent qu'ils vont amener une femme de l'Est de l'Asie pour qu'elle soit la dirigeante des droitiers et que ma femme leur recommande de lui donner une chambre pour l'islam et d'en profiter en tant que dirigeante des droitiers. Voilà ce qu'ils prétendent. Et c'est ce que l'islam dit à propos de tout cela. Car l'islam dit que c'est l'épouse ou la chef de l'aile droite. Donc ici, la dirigeante de l'aile droite avec le projet est le résultat de la rapidité de la guerre de l'aile. D'accord, donc vous pourriez en fait dire, je dois présenter leur argument clairement, c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'ils tirent une ligne directe depuis l'islam. Cependant, l'islam dit que cela n'est permis qu'en temps de guerre. Le problème ici, c'est pourquoi voyons-nous ce phénomène partout en Occident, uniquement chez les hommes musulmans? Pourquoi? Comme je l'ai dit, ce sont les Marocains en Espagne, les Algériens en France, les Syriens et les Turcs en Allemagne, les Syriens en Suède, toujours exclusivement contre des femmes non musulmanes. Eh bien, parce qu'il est très facile pour les musulmans de se dire que c'est Darul Islam, Darul Harb. Darul Harb signifie que l'islam, en tant que doctrine, divise le monde en 2 sphères. Darul Islam, Darul Harb. Darul Islam signifie la maison de l'islam. Darul Harb signifie maison de la guerre. Je sais que tous les musulmans ne le voient pas ainsi, car la plupart ne s'en préoccupent sans doute pas. Mais il est très facile pour n'importe quel musulman de dire « D'accord, je vis dans une maison de la guerre. C'est un pays d'infidèles, une terre d'infidèles. Ils sont racistes envers mon peuple. Ils détestent l'islam. Ils se moquent de ma religion. Ils se moquent de mon prophète. Par conséquent, nous sommes en guerre avec ces gens. De nombreux érudits musulmans l'ont dit. Nous sommes en guerre avec ces gens. Ensuite, quand vous êtes en guerre avec ces gens, alors toute femme que vous capturez devient votre esclave. » Voilà, donc on pourrait dire que ce n'est pas l'enseignement exact de l'islam, mais parce que cette disposition existe dans l'islam. C'est pour cela qu'il était possible pour des hommes musulmans de faire ces choses. L'hindouisme, le bouddhisme et le sikhisme n'ont pas de tels enseignements, donc il n'existe pas de gang de violeurs issus de ces religions. Et c'est pour cela que, lorsque vous voyez un pédophile, Hind, ou une personne hindoue, un violeur hindou, il sera embarrassé. Il essaiera de cacher son visage. J'ai montré de nombreuses vidéos de pédophiles musulmans attrapés par des groupes de justiciers au Royaume-Uni. Ils disent que selon leur religion, c'est acceptable. Ils n'ont aucune honte parce qu'il existe une disposition dans leur doctrine, dans leur idéologie politique déguisée en religion, qui leur permet de faire ces choses et de les justifier. Je pense que cela ne va pas s'arrêter.
Cela va continuer au fil des jours et des semaines à venir. Nous allons en voir beaucoup plus, et il deviendra impossible pour les médias de continuer à l'ignorer. En ce moment, ils ne s'en prennent qu'à Rupert Lowe. Mais cela ne va pas durer longtemps, car ce crime, selon certaines estimations, concernerait environ 250 000 filles. C'est toute une génération qui est perdue. Toute une génération. Il faudra rendre des comptes. Ce policier ou ces policiers qui ont arrêté ce père, il y a d'innombrables histoires comme celle-là. J'ai le cœur serré, je ne sais pas ce que je ferai. Les gars, je suis père d'une fille. Je ne peux pas, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que je ferai. Je pense que ta vie s'effondrerait, et oui. Oui, c'est juste ça. Oui, ce n'est pas possible. Évidemment, je dois faire attention. Mais, tu sais, chaque père sait ce qu'il fera. Et demander à un père de s'asseoir et simplement d'encaisser ça, oh, c'est criminel au-delà de l'entendement.